Donc après les schémas directeurs de ce matin et la formation cet après-midi, la recherche pour démarrer cette table ronde digestive, on va dire. Donc on a vu ce matin, il y a de gros besoins de recherche, des nouveaux sujets qui émergent. Ce que disait tout à l'heure Benoît Léniel, une légère faiblesse, on va dire, sur l'aspect recherche sur ces questions-là, comme on l'a vu ce matin dans le cadre du débat sur les schémas directeurs. Un contexte international pas très favorable non plus. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a beaucoup de questions, évidemment on ne répondra sans doute pas à toutes. Pour y répondre, nous avons autour de la table Corinne Borel, donc chef du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation à la DGRI. Anne Ruas, vous êtes chercheuse en géographie à l'université Gustave Eiffel et copilote du PEPR Ville durable et bâtiments innovants. Vincent Bruni, vous êtes directeur de l'INSA de Rennes et vice-président enjeux socio-écologiques du groupe INSA. Sophie Gilles, vice-présidente déléguée développement durable et responsabilité sociétale et environnementale de l'université Paris-Cité. Et Alain Schoull, vous êtes directeur général délégué à la science du CNRS. Donc, merci d'être là. L'idée, c'est de balayer un peu les grands enjeux qui se posent pour la recherche sur la transition écologique. Et je vous propose de commencer avec vous, Corinne Borel, pour nous dresser un peu l'état des lieux du cadre et des leviers d'action que l'État mobilise pour développer la recherche sur ces sujets-là. Merci. Effectivement, Valérie Masson-Delmotte a dressé un paysage vraiment très, très riche et parfois un peu écrasant des enjeux, à la fois du travail qui a été fait de recherche, de compréhension du climat, mais également le chemin qui reste à faire est gigantesque, aussi bien en termes de recherche que aussi d'appui aux politiques publiques. Donc effectivement, la recherche, c'est vraiment un acteur clé de la stratégie nationale bas carbone. Elle s'articule avec le plan national d'adaptation au changement climatique. Je ne reviendrai pas sur ces points. La stratégie également nationale en biodiversité est un élément aussi très structurant pour les actions du ministère de la Recherche. Le rôle de la recherche dans la transition écologique est fondamental et il prend vraiment différentes formes. Comme on l'a vu, il y a vraiment des enjeux de compréhension encore. On a encore besoin de connaissances scientifiques solides sur les processus impliqués, sur le changement climatique, la biodiversité, la compréhension de ces systèmes complexes, les systèmes d'observation aussi. On a aussi besoin de recherche pour développer l'innovation technologique, mais aussi l'innovation sociale au sens large. On a vraiment besoin de développer des solutions qui sont non seulement possibles, mais qui sont réalisables, c'est-à-dire qui prennent en compte les besoins de l'ensemble de la société. Et puis on a besoin de recherche aussi pour travailler sur et accompagner la transformation des modèles socio-économiques. On l'a bien vu ce matin aussi, on a vraiment besoin de repenser les modèles économiques, économie circulaire, sobriété, bioéconomie. Donc tout ça sont de nouveaux champs économiques qu'il faut vraiment repenser complètement. On a parlé ce matin des questions aussi de risque et d'assurance. Donc beaucoup de travail de recherche qui inclut de la recherche pluridisciplinaire, qui inclut des SHS. Donc on a vu aussi ce matin, et c'est un enjeu important, que cette recherche, effectivement, elle est éminemment pluridisciplinaire. Donc le rôle des universités est extrêmement important dans ce cadre. C'est aussi des nouvelles façons de faire de la recherche fondamentale assez classique, mais aussi de la recherche-action, la recherche participative. Donc aussi, les façons de faire de la recherche sont aussi à repenser dans le contexte de la transition écologique. Alors, au niveau des acteurs, bien entendu, les organismes de recherche et les universités sont en première ligne pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Depuis 2023, les COP, donc contrats d'objectifs et de performance, et les COMP,
contrat d'objectifs de moyens de performance de ces établissements intègre explicitement des objectifs de développement durable. Certains établissements l'ont même identifié et quantifié avec des indicateurs de performance. Donc voilà, c'est un travail qui est très suivi au niveau des établissements. Quelques mots aussi sur les investissements, les investissements d'avenir qui sont développés en particulier via France 2030 depuis 2021. Donc comme vous le savez, 54 milliards d'euros sont dédiés à France 2030 avec un volet recherche important, enfin enseignement supérieur recherche important puisque c'est de l'ordre de 11 milliards. Et sur ces 54 milliards d'euros, la transition écologique représente à peu près 30 milliards. C'est-à-dire il était inscrit dans France 2030 qu'au moins la moitié des montants d'investissement devaient être associés à la transition écologique. Donc elle porte à la fois sur des solutions d'énergie renouvelable, la décarbonation de l'industrie et des sujets un peu plus amont. Autour de l'agriculture durable et autres. Donc voilà, 30 milliards d'euros qui sont dédiés à cette transition écologique. Tous les projets financés doivent respecter le principe de Do Not Significant Harm, qui est le principe qui est un principe européen, donc qui oblige, en tout cas, bien entendu, c'est sur la base du déclaratif, mais qui oblige les projets à ne pas causer de préjudice significatif à l'environnement, la biodiversité, la santé humaine et la cohésion sociale. Donc voilà, donc il y a quand même une préoccupation et un intérêt très très fort de l'État dans le cadre de France 2030. Si on regarde les objets plus recherche comme les PEPR, donc programme d'équipement de recherche, donc 3 milliards d'euros sur ces PEPR, on a à peu près donc 65 PEPR aujourd'hui, puisque 15 nouveaux programmes ont été lancés tout récemment pour un montant de 300 millions. Donc 65 PEPR et on en compte une quinzaine, je dirais, de PEPR qui sont vraiment dédiés aux questions climatiques et de transition écologique, pour des montants de l'ordre de 300 millions pour les anciens PEPR, et parmi les 15 nouveaux PEPR, il y a 3 PEPR qui sont vraiment dédiés à la transition écologique, portés par les agences de programme, dont je vais vous parler en 2 secondes. Donc, dans ce paysage déjà foisonnant des organismes de recherche et des universités, donc l'État a décidé fin 2023 de lancer des agences de programme qui sont maintenant opérationnelles, je dirais, depuis un peu plus d'1 an. Et l'objectif, c'est vraiment de l'État, c'est vraiment de pouvoir avoir de leur donner comme rôle en fait de structurer l'ensemble de la communauté de recherche sur des enjeux qui sont des enjeux prioritaires pour l'État, que ce soit dans des enjeux de souveraineté nationale ou européenne ou des enjeux de compétitivité. Et donc 7 agences de programme ont été lancées. Sur ces 7 agences de programme, il y en a 3 qui sont vraiment consacrées spécifiquement aux questions de transition écologique, on peut les citer. Il y a l'agence climat, biodiversité, société durable portée par le CNRS, l'agence de programme AgriLife, donc agriculture, alimentation, ressources naturelles et forêts, portée par INRAE, et puis l'agence énergie décarbonée, portée par le CEA. Donc c'est des agences de programme qui sont vraiment dédiées, entre autres, à la transition écologique, et puis 4 autres agences, dont 2 sur le numérique, qui, bien entendu, inclut la question, et ça a été évoqué par le ministre, la question de la sobriété du numérique. Donc la composante environnementale est bien entendu prise en compte dans la réflexion de ces agences de programme. Et puis l'agence de programme, donc portée, il y en a une par le CEA et une par INRIA, et une agence de programme sur la santé. Là aussi, bien entendu, les questions de santé et d'environnement et de One Health sont bien entendu intégrées. D'ailleurs, il y a un groupe de travail entre l'agence climat, l'agence AgriLife et l'agence santé qui s'est mis en place sur ce sujet de One Health. Et puis l'agence spatiale, donc, qui est portée par le CNES, qui bien entendu intègre toutes les questions d'observation de la Terre, qui sont des éléments extrêmement importants
pour la transition écologique et pour l'étude du climat. Donc voilà, donc ces agences de programme, elles font de la veille, elles font de la prospective, elles sont là au service de l'État pour faire des propositions de programmation, de recherche. Elles travaillent avec des parties prenantes, elles travaillent bien entendu avec l'ensemble des ministères, elles travaillent avec les industriels et les comités stratégiques de filières de certaines filières. Et puis elles travaillent bien entendu avec des parties prenantes qui peuvent être des collectivités locales. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci pour ce panorama. Alain Schul, le CNRS a signé en janvier 2024, comme tous les autres organismes de recherche, une déclaration qui visait à mettre la recherche au service de la transition écologique. Et donc en la signant, les organismes s'engageaient notamment à soutenir la production et la diffusion de connaissances, d'innovations porteuses de solutions en cohérence avec les enjeux sociétaux. Fin de citation, comme disent mes collègues. Près de 2 ans après, quels sont les leviers que vous avez activés et est-ce que l'agence de programme qu'évoquait Corinne Borel, climat, biodiversité et société durable, que le CNRS pilote, est là où la principale réponse à ces enjeux-là? Comment vous mobilisez votre communauté de chercheurs sur ces questions-là? J'ai 1 heure, là? Non. Non, d'abord, je voudrais commencer par dire rien n'est nouveau là-dedans. 2017, on a travaillé sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Et je veux dire, on a en 2018 fait une plaquette du CNRS qui montrait toutes les forces de recherche qu'on avait sur les 17 ODD. Et on retrouve bien sûr beaucoup de choses qui sont là-dessus aujourd'hui. Si on remarque que le CNRS est le premier contributeur en termes de publication aux travaux du GIEC, si on regarde tous les travaux qu'a fait le CNRS sur l'IPBES, si on regarde l'investissement du CNRS sur par exemple sur la conférence UNOC qui a eu lieu à Nice sur l'océan, on voit bien qu'on est très fortement investi dans cette dynamique-là. On est fortement investi aussi, Corinne a parlé des PEPR. Les PEPR, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a 2 types de PEPR. Il y a des PEPR qui sont top-down et des PEPR qui sont bottom-up, en fait. Des PEPR qui sont des stratégies d'accélération et qui sont là, l'État dit il faut investir là-dedans parce qu'il y a toute la stratégie d'accélération. Et après, il y a les bottom-up qui sont des propositions des communautés pour des sujets qui sont là. Et dans les 2 cas, il y a des PEPR qui sont des PEPR qui sont reliés soit à la transition énergétique, soit à l'environnement, soit au changement climatique. Corinne en a cité quelques-uns, mais moi je citerai ceux qui sont plutôt basés sur les solutions, qui sont les batteries, l'hydrogène, qui sont la décarbonation de l'industrie. Tout ça, c'est des PEPR qui sont des PEPR dont on a investi la recherche là-dessus. Alors, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée, bien sûr. Bien sûr. C'est est-ce qu'il faut arrêter tout le reste? C'était ma question suivante, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il faut concentrer? Et la réponse est non. Non. Il y a un vrai débat quand même pour savoir. Non, mais il n'y a pas de débat. Bon, d'accord. Non, il n'y a pas. Parce que le front des connaissances avance de manière continue et il y a des choses qui servent aujourd'hui, qui ont la préoccupation, c'est de faire avancer des connaissances et qui vont servir dans d'autres domaines demain et qui vont servir demain. Donc si on dit que tel domaine des connaissances, il ne faut pas l'avancer, d'abord, il y a un problème de liberté académique, on en parlait ce matin, mais c'est un problème qui est important. Et ensuite, je pense qu'il faut que le front des connaissances, il avance de manière globale, oui. Et qu'on a des opérations qui sont des opérations d'incitation, on met de l'argent pour produire et qui permettent d'accélérer des recherches dans cette direction. Quant à savoir si l'agence oui, alors cette est agence... la solution... Non, oui. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est Benoît Léniel qui disait on a un problème de cartographie. Des recherches, de la science sur ces sujets-là. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de cartographie des recherches. On a des visions assez claires des recherches qui sont dans tous les domaines. Il y a des visions qui sont, je veux dire, l'agence, d'abord, on va bien voir dans le futur de quels moyens les agences vont être vouées. Vous disiez que c'était quand même assez limité par rapport au reste de ce qui est investi sur la recherche. Après, l'agence, oui, ce qui est important dans l'agence, c'est quand même celle du CNRS, sur celle là-dessus, c'est climat, biodiversité, société durable. Société durable, ça veut dire qu'on a mis l'adaptation au cœur de l'agence. C'est-à-dire qu'il y a les recherches sur l'adaptation qui ont au cœur de l'agence, c'est ça. Et par exemple, sur les 6 grands défis que le CNRS a discuté avec ses tutelles pour l'avenir, il y en a un qui est
sur les transitions, en fait. Hein, c'est les grandes transitions climatiques, transition énergétique, auxquelles on est voué, d'être capable de les identifier comme des transitions ou des évolutions continues, et après d'être capable de préparer la société à s'adapter à ces transitions. Donc pour dire que ce qu'on disait ce matin sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches de SHS là-dessus, si, il y a beaucoup de recherches de SHS. Oui, mais est-ce qu'on les identifie? Est-ce qu'elles sont pointées? Est-ce qu'elles sont cartographiées? En tous les cas, ce truc qui a donné lieu aussi à un PEPR qui s'appelle Transform, hein, qui est donc oui. Et sur ce que disait tout à l'heure Corinne Borel, sur le changement de manière de faire de la recherche aussi, sur les recherches, la recherche-action, la recherche participative, est-ce que c'est des orientations que le CNRS encourage, incite sur ces sujets-là en particulier? La recherche participative, je veux dire, on en fait depuis un certain nombre de domaines, on en fait dans un certain nombre de domaines et ça marche. On n'a pas vu d'accroissement des nombres de sujets et de nombre d'actions de recherche participative dans les dernières années, parce que ça, c'est quand même, il y a des règles et ça demande un certain nombre de sujets qui sont nécessaires. La recherche-action, je veux dire, moi j'ai travaillé il y a quelques années dans la création du PPR Océan et Climat, hein, qui était un PPR qui était basé sur l'action. Et c'est pas d'hier, ça date de 2019, 2019. Donc c'est pas... Oui, après, ce qu'on dit toujours au CNRS, c'est qu'il n'y a pas de recherche appliquée, il n'y a que l'application de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que et quand les industriels viennent nous chercher, c'est pour qu'on fasse de la recherche fondamentale, pour qu'ils puissent trouver des solutions. Mais il y a des attentes fortes des pouvoirs publics et de la société sur la recherche, les solutions qui sont apportées, etc. Donc comment vous les valorisez, comment vous les mettez en avant? Le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire si on fait de la recherche... Et d'expertise pour les politiques publiques aussi. Mais si on fait de l'expertise, c'est plus de la recherche. C'est de l'expertise. Hein, donc il faut savoir de quoi on parle. Bon, et alors, s'il ne faut pas mettre tous les moyens sur la recherche sur les transitions, ce que j'entends, voilà, est-ce qu'il faut revoir ou en tout cas retravailler les partenariats industriels? Vous me disiez que le premier partenaire industriel de Siana, c'était Total. Vous avez décidé de m'énerver, là? Oui. Oui, le premier partenaire industriel de Siana, c'est Total. Moi, j'en ai assez qu'on prenne Total comme un bouc émissaire. Hein, j'ai assez que Total, je vais être provocateur, là. Je vais dire, arrêtez de mettre de l'essence dans votre voiture, et Total ne vendra plus d'essence. Donc la solution, c'est pas ça, bien sûr. Mais on peut pas. Ou alors on supprime Total et on va le remplacer par Shell ou British Petroleum. Mais c'est pas ça. Le truc, c'est d'arriver à travailler avec Total pour trouver des solutions qui soient plus vertueuses, trouver des solutions qui abîment moins la planète. Mais arrêtons de dire que Total c'est le grand Satan, parce que c'est pas ça qui va nous faire avancer, quoi. Et puis, je veux dire, alors travaillons sur des solutions, qui sont des solutions très compliquées, hein, pour changer complètement la structure des villes, la structure pour éviter que les gens ils habitent à 80 km de l'endroit où ils travaillent. Là, il y a un vrai travail à faire, mais c'est un travail de pouvoir public, c'est un travail de trouver des solutions. Et alors là, il y aura moins besoin de voitures, et dans ces cas-là, Total aura moins... Et sur un autre sujet, sur la question de l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité, qui est un sujet compliqué. Bon, le CNRS, vous êtes par définition pluridisciplinaire. Comment ce que disait Valérie Masson-Delmotte ce matin, c'est que ce sujet est transdisciplinaire. Comment vous l'appréhendez au CNRS? Comment vous le valorisez pour développer la recherche sur ce type de sujet? Ce que je dis toujours, c'est que parce que vous êtes en institut quand même. La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est pas un objectif en soi. Non. C'est une nécessité. C'est obligatoire pour résoudre des problèmes. Je vais juste prendre un exemple. On a rendu, il y a quelques semaines, les comptes rendus d'une expertise collective sur les terres rares, sur la souveraineté nationale sur les terres rares. Là-dedans, il y avait des juristes, des économistes, des géologues, des géographes, des chimistes qui ont travaillé tous ensemble pour faire cette expertise collective. Ils sont arrivés sur le fait que, on a un nombre... on a une quantité de terres rares qui est finie sur la planète, et donc ça ne veut pas dire c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur 3 aspects. 1, arriver à récupérer la production en Europe pour récupérer la souveraineté. 2, travailler sur le recyclage. Hein, et 3, travailler sur la frugalité, sur le fait de créer des usages qui nécessitent moins de terres rares. Et on voit bien que là, on est au cœur du débat que... Mais alors, c'est de l'expertise ou c'est de la recherche? Et là, je vous embête, hein, mais...
Mais là, non, mais c'est bien. Là, c'est l'état des lieux des connaissances scientifiques dans un domaine. D'accord, particulier. très bien. Donc pluridisciplinaire. Donc, par définition, pluridisciplinaire. Ok. Et l'autre aspect, c'est que je vais faire de la pub. C'est Stéphane qui m'a dit de faire la pub au mois de janvier. Pour l'agence de programme. Oui, pour l'agence de programme. Non, le mois de janvier, on a un séminaire qui est organisé par la mission pour l'interdisciplinarité sur l'éco-conception. Mhm. Hein. Et là, on est au cœur, c'est forcément pluridisciplinaire, et on est au cœur du sujet. Très bien, merci. Je ne voulais pas vous énerver. Hein. Vous ne m'énervez pas du tout. Bon, Anne Ruas, vous copilotez justement un PEPR, avec le CNRS, je crois d'ailleurs, sur la ville durable et le bâtiment innovant. Et donc, qu'est-ce qu'apporte cet outil pour mobiliser et animer une communauté de chercheurs sur ces sujets de transition écologique dans une université dont le projet est centré justement sur les villes et territoires de demain, mais tout le monde ne travaille pas sur ces sujets-là. Donc, comment vous animez une communauté? Est-ce que cet outil est pertinent et porteur? Bon, déjà, moi, ça marche? Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas énervée déjà. Et j'ajoute que vous êtes géographe et que effectivement. Valérie Masson-Delmotte compte beaucoup sur les géographes pour développer les instituts. Voilà, et si, donc, il y a plusieurs PEPR, donc 65, donc ils ne sont pas tous pareils. Donc, moi, je vais parler de VDBI. VDBI, Ville durable et bâtiments innovants. Et si c'est le CNRS et l'Université Gustave Eiffel qui le co-animent, parce que c'est plus de l'animation que de la direction, c'est parce qu'il se trouve que, et d'un côté le CNRS et de l'autre côté l'UGE, l'Université Gustave Eiffel, ont mis les grands défis du changement climatique comme étant leurs défis majeurs. Je le rappelle juste, l'Université Gustave Eiffel donc, définit ces défis comme le changement climatique, la résilience urbaine, donc c'est sur la ville, l'urbanité sobre et frugale, l'urbanité inclusive et équitable, la santé et le bien-être. Donc ça, ce sont les grands sujets. À l'Université Gustave Eiffel, il y a 15 000 étudiants, à peu près 3 000 chercheurs, 33 labos. Donc tout le monde ne fait pas la même chose, de fait. Et donc certains n'ont pas du tout changé leur façon d'enseigner, mais en tous les cas, tout le monde est sensibilisé. Et on a vu quand même pas mal de chercheurs qui, dont moi, ont changé leur sujet de recherche en 10-15 ans parce qu'on se sent concerné, en fait, tout simplement, par le sujet. Après, le PEPR, donc il n'est pas réservé à l'Université Gustave Eiffel et au CNRS, il est animé par l'Université Gustave Eiffel. Et le CNRS, donc tous les chercheurs peuvent répondre à l'appel. Et ce qu'on a fait, c'est des appels à projets, donc un premier appel à projet sur ces sujets-là, sur les mêmes sujets, le changement climatique, la ville, la transformation de la ville et des bâtiments avec les habitants pour qu'on y vive au mieux. Voilà, dans un contexte de crise de biodiversité, de déchets, de traitement des déchets, traitement des ressources. Donc c'est des sujets qu'on connaît bien et qui nous rassemblent tous ici. Donc ça, on voit bien. Et donc on a eu beaucoup d'équipes de recherche qui ont répondu. Et pour le premier appel, 8 projets qui ont été choisis par un comité scientifique fait de chercheurs étrangers, d'ailleurs. Donc ce n'est pas nous qui les avons choisis, et qui traitent de la résilience des villes, de la rénovation des bâtiments anciens, des îlots de chaleur urbains, de la ville verte, de l'eau d'assainissement, comment l'utiliser mieux, de la pollution des villes dans les villes. Donc ils traitent une partie des sujets. Et c'est pour ça qu'on a remis un nouvel appel, d'abord parce qu'il nous restait des sous aussi. En fait, on a mis un deuxième appel qu'on a dimensionné un petit peu différemment. Parce que les premiers appels, c'était des projets assez gros, de l'ordre de 3-4 millions. D'ailleurs, on avait du mal à faire des projets aussi gros souvent. Et donc là, c'est des projets plus modestes, de l'ordre de 500 000 euros, avec une façon de répondre, c'est de proposer des trios de thèse. Et pourquoi on a proposé des trios de thèse? C'est on ne va pas forcer l'interdisciplinarité au niveau des étudiants, parce qu'on sait que c'est très difficile. Mais ce qu'on veut, c'est que la somme de 3 thèses autour d'un sujet permette un dialogue et permette qu'il y ait débat. Et on sait, alors je partage ce que vous dites, travailler que plusieurs disciplines travaillent sur ce sujet, c'est une nécessité. Donc il faut vraiment le faire, sinon on ne va pas résoudre. Et en même temps, on sait que c'est super difficile, parce que je suis en train de répondre à la deuxième question. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. C'est difficile parce qu'on est tous... c'est tous pareil, en fait. Parce que déjà, les chercheurs sont évalués avec le traitement, ne serait-ce que le classement de Shanghai, leur carrière, ils sont poussés un peu à être disciplinaires, et puis certains sont beaucoup plus à l'aise, et puis il en faut aussi. Donc c'est bien les disciplines.
Maintenant, travailler autour d'un objet permet de regarder les différentes composants au départ dans les projets de recherche, le prendre au départ et pas à la fin d'un projet en se disant finalement à quoi ça sert. Nous paraît une démarche beaucoup plus intéressante. Donc là, l'interdisciplinarité... Alors, je ne vais pas rentrer dans trans, c'est toutes ces subtilités qui sont importantes, mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il y ait un dialogue et une discussion. Et on sait qu'en fait, il y a parfois, notamment sur le changement climatique, il peut y avoir des clivages. Certains parlent de technosolutionnisme en disant, et donc il peut y avoir parfois des frictions. Donc l'idée, c'est autour de sujets avec des approches différentes, qui peut être une approche de géographe, de juriste, d'économiste, ou de quelqu'un qui vient des génies des bâtiments ou de la matière, travailler sur des sujets et débattre. Donc on accepte ça, l'idée, vous l'avez formalisé et organisé. Alors c'est obligatoire, donc on n'aura pas de projets qui passeront s'ils n'ont pas des disciplines équilibrées en temps et budget, donc il faut que ce soit vraiment avec des thèses dont les directeurs de thèse font partie d'écoles de disciplines différentes, pas d'écoles doctorales mais de disciplines, et que lors d'un projet, il y a des débats et des controverses. Donc de façon régulière, discussion. Parce qu'on sait qu'on sait ça ne concerne que les chercheurs qui sont impliqués dans les projets, ou ça concerne au-delà de... Non, ça c'est les appels à projets qu'on met. La règle du jeu, c'est celle-là. Ouais. Parce qu'on sait qu'il faut en parler, parce qu'on sait que c'est pas simple. Et il y a aussi autre chose, c'est que tout à l'heure, ce matin, on parlait du temps, on n'avait jamais le temps. Et en fait, c'est des sujets qui sont assez compliqués pour devoir avoir du temps. C'est un peu l'avantage du PEPR. Le PEPR, c'est plus qu'un appel à projet, c'est un appel à projet, une animation et du temps. Et le fait, donc on organise des webinaires, des journées scientifiques toutes les années, et en fait les gens, au début, ils sont de disciplines différentes, ils se comprennent pas forcément, ils se repèrent pas forcément bien physiquement, puis la deuxième année, les visages se reconnaissent, les gens commencent à discuter autour d'un café, puis petit à petit se créent des discussions, mais ces discussions, elles sont possibles que s'il y a du temps. Et le PEPR, c'est 8 ans, des journées régulières, des webinaires. Alors tout le monde ne va pas y participer, tout le monde ne va pas adhérer. Mais le fait de se laisser le temps et de mettre des endroits de discussion, on pense que ça permettra finalement de plus rentrer dans le détail et puis d'arriver peut-être, alors peut-être pas pour tous les chercheurs, mais d'aller plus vers de l'interdisciplinarité. Mais ça nécessite en fait des conditions. Dans un appel à projet classique, on propose un projet qui se veut de qualité, on fait le projet, puis point. Puis on passe à notre projet. Donc là, l'idée, c'est pendant le projet, de faire vivre des discussions, des débats, des points de vue divergents, des discussions, pour essayer aussi de créer une culture, en fait, qui sort de sa propre discipline. Et il y a la question de savoir, vous disiez aussi, parfois on travaille sur des sujets sans se rendre compte qu'en fait ça a des implications sur les sujets de transition écologique. Parce que je reviens sur ma question de la cartographie. Dans une université comme la vôtre, il y a aussi sûrement des sujets qui ne sont pas forcément pointés, identifiés comme... Dans le PEPR, on a un travail en fait déjà, et après je reviendrai sur l'université, mais on a un travail sur les objets. Donc on demande aux gens sur quel objet vous travaillez et à quelles questions de recherche vous essayez de répondre vraiment. Donc tout un travail un petit peu où on essaie d'articuler, vraiment voir, mais finalement quelles sont les questions, parce que c'est vrai qu'il y a un résumé de projet, mais quand on va dans le détail, on se rend compte qu'il y a des tas de sous-questions et des sous-objets. Donc déjà identifier, mais finalement quel est vraiment l'objet qui est étudié. Ça, c'est la première chose. Et à l'université Gustave Eiffel, avant qu'elle soit toute fusionnée là, dans ses origines, on avait fait des journées d'études, notamment une sur le changement climatique. On avait convié des experts du climat, parce qu'on ne l'est pas. Et on avait l'idée, c'était en quoi vous, en tant que chercheur dans une discipline qui n'est pas celle du climat, finalement, vous répondez partiellement, vous pouvez répondre partiellement à ces enjeux. Et en fait, évidemment, même quand on travaille sur les matériaux, on répond au climat, sur l'isolation. Donc il y a plein de sujets. Et on a essayé de faire ce travail dès 2013 à l'université, en essayant de dire d'inciter les chercheurs à réfléchir, à se dire, mais finalement, en quoi finalement ma discipline, mon travail peut répondre à une partie de la question. On ne va pas répondre à toutes les questions. Et on ne veut pas une université de climatologues, quoi. Il y a des climatologues et c'est très bien, et puis il y en a plein d'autres qui essayent de trouver des solutions. Mais il faut avoir... Moi, je travaille par exemple sur la végétalisation des villes. Je ne suis pas climatologue, mais j'essaie de comprendre quand même le climat et la physique du climat. Parce que si je ne la comprends pas du tout, je risque quand même de passer un peu à côté. Et ça, cette sensibilisation-là, vous sentez qu'elle elle progresse ? Elle progresse, mais ça se fait aussi par des groupes de travail. On a fait, dans le cas du GDR Magis, un groupe particulier sur la géomatique et le climat.
à regarder en quoi les données géographiques peuvent répondre à des problématiques de climat. Donc ça demande en fait peut-être de faire des ateliers, des formations. Il y a une acculturation. On a besoin de ça parce qu'on a besoin de comprendre l'autre qui parle avec sa discipline. Et ça demande du temps. Voilà. Et puis des actions comme de la formation, des écoles d'été, des séminaires, des choses dans le temps qui ne soient pas juste 1 heure en webinaire. Des choses un peu dans la sur durée. la durée. Voilà. Merci. Vincent Bruni, vous êtes dans une école d'ingénieurs un peu plus petite et la question de la pluridisciplinarité, elle se pose aussi. Et vous venez de créer un nouveau laboratoire qui s'appelle la Fabrique de pensée critique pour penser la technique autrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif et l'impact que vous en attendez sur la production scientifique de l'INSA, parce que c'est quand même ça aussi l'enjeu. Effectivement. Alors, je vais peut-être d'abord dire pourquoi on l'a créé. Parce qu'effectivement, on a pas mal parlé établissement ce matin, établissement d'enseignement supérieur, et quel devait être notre impact et comment le réduire. Moi, je me suis finalement dit, dans nos établissements, on forme des gens, on fait de la recherche, et même si c'est évidemment extrêmement important, fondamental, il ne s'agit pas de le négliger, de réduire notre impact direct sur l'environnement par notre chauffage, nos déplacements, etc. Je me suis dit que si on formait des étudiants ou qu'on faisait de la recherche dont le résultat était qu'on allait chercher les dernières gouttes de pétrole ou faire d'autres choses, a priori, notre impact n'allait pas être totalement satisfaisant. Voilà. Donc du coup, la question qu'on s'est posée, à laquelle on a répondu, c'est comment on peut orienter ça. Alors, la recherche dans une école d'ingénieurs, elle est en collaboration pleine et entière avec l'Université de Rennes, donc c'est de la recherche académique standard. Elle est quand même orientée vers la technologie, au sens où vous le disiez, c'est-à-dire la technique, c'est l'application de la science. Voilà. Et de fait, le constat aussi, c'était de dire quand même, la technologie, j'aime pas dire ça, mais je le dis quand je suis dans mon école aussi, c'est quand même ça qui a produit les effets de la pollution de la planète. S'il n'y a pas de voiture, s'il n'y a pas de moteur à explosion, il y aurait moins de carbone dans l'atmosphère, et ainsi de suite. Or, moi, dans les équipes de recherche de l'INSA, mais en réalité de l'Université de Rennes aussi globalement, et donc avec des gens du CNRS et de la plupart des établissements, on constate qu'il y a plein de chercheurs qui cherchent à trouver des technologies pour réduire l'impact ou pour améliorer l'impact de ces technologies. Par exemple, les télécoms, la mobilité, etc. Et pourtant, ce n'est pas toujours ce qui se passe. En télécom, il y a un phénomène bien connu qui s'appelle l'effet rebond. Vous développez une super technologie pour diviser par, 5, 10, ce que vous voulez, l'énergie consommée pour transmettre. Finalement, à la fin de la fin, ça se retrouve sur le marché avec plus de débit, toujours plus de Netflix, toujours plus de porno, et tout ça, et toujours plus de consommation énergétique. Voilà. Alors ça, ce n'est pas une décision technique. Il n'y a aucun chercheur de chez moi qui a dit voilà comment ça va être exploité. C'est des phénomènes qui, à l'œuvre, qui relèvent en fait des sciences humaines et sociales. C'est qu'est-ce qu'on a fait, c'est ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on a fait de cette science, qu'est-ce qu'on a fait de cette recherche, et on en a fait autre chose. Et cette question-là, elle s'étudie scientifiquement aussi, parce qu'on peut dire je suis contre la 6G, je suis pour la 6G. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas allé très loin. J'en ai une liste énorme. Voilà, ça arrive sur des sujets plus profonds qu'on met sur la scène dans le débat public, les vaccins, la motorisation hybride, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Bon, là, on est dans l'opinion. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de scientifique sur ces questions-là, et notamment sur qu'est-ce qui se passe de la recherche la plus fondamentale jusqu'à une innovation technologique et l'impact qu'elle a sur la société et sur l'environnement. Donc ça, moi, je me suis dit, c'est simple. Enfin, c'est simple, non. Malheureusement, c'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, je sais à qui poser la question. Je me suis dit, alors d'abord, il n'y a pas la solution sur tout. Donc, c'est une question de recherche. Donc, il faut faire de la recherche là-dessus. Et c'est de la recherche, je l'ai dit, c'est pas mes chercheurs en télécom qui savent répondre à cette question-là. Au contraire, ils sont plutôt désolés de ces phénomènes-là, parce qu'ils ont des convictions. C'est des questions de recherche à poser aux sciences humaines et sociales. Voilà. Donc finalement, on a créé... Alors, j'ai commencé par chercher les forces. Il y a une question de cartographie. Moi, je maintiens qu'elle n'est pas si simple que ça. Puis aussi de thématisation, en réalité, parce que cette thématique... Quand j'en parle, y compris, voilà, il y a le président de Rennes 2 dans la salle, ou en tout cas il était là ce matin, c'est évidemment une question qui intéresse plein de chercheurs à Rennes 2, mais en réalité, dans notre paysage, elle n'est pas encore thématisée exactement de cette façon-là. C'est des Science and Technology Studies, d'un certain point de vue.
si possible orientées vers la durabilité, ça serait quand même pas mal. Historiquement, elles ne se sont pas vraiment constituées comme ça, elles se sont constituées sur des questions plus sociales, qui sont évidemment intéressantes, il n'y a pas de question là-dessus. Donc finalement, on a décidé effectivement de créer un laboratoire. Et vous avez trouvé les forces pour le... J'ai trouvé les forces, oui, il faut répondre à des appels à projets pour ça, c'est basé sur... C'est tout petit. C'est un laboratoire qui passe pas du tout le feu du HRS aujourd'hui. Il est en phase d'incubation, mais c'est pas grave, ça viendra plus tard. Ça s'appuie sur des chaires de professeurs juniors, les fameux comps dans lesquels on a demandé du financement. On les a obtenus plutôt facilement, parce que moi je suis informaticien, donc j'ai du mal à écrire des sujets autour de ces questions-là. Mais ça a quand même marché. Puis maintenant j'ai des spécialistes, donc ils savent m'écrire des projets. Et comment ils travaillent alors avec les technologues, si je puis dire? Alors, leur objectif, c'est de travailler avec. Pourquoi on a fait ça aussi? C'est parce qu'on s'est dit, c'est bien d'avoir des études, d'avoir une approche, et je ne critique pas, une approche critique, puisque c'est ça le sujet, une approche critique de la technologie et de la technique ex post, si je puis dire, surplombante. C'est nécessaire et important, et il n'est pas question de l'arrêter, mais il faut agir sur le système. Donc on a besoin d'une recherche-action aussi sur ces sujets-là, et donc d'où l'intérêt d'aller implanter un tel laboratoire à l'intérieur d'une école d'ingénieurs. Et donc leurs objectifs, c'est de monter de la recherche collaborative, alors avec d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales, il y a des sociologues, pas mal, mais il pourrait y avoir de l'économie, de la gestion, du management, de la conduite du changement, tout un tas de choses. Moi, je pense qu'il faut de l'anthropo aussi. Voilà. Et donc, leurs objectifs, c'est de collaborer avec le reste du champ des sciences humaines et sociales, des gens qui sont intéressés, mais dont les thématiques ne sont pas exactement celles-là, de les détourner, pour le dire un peu clairement, et puis surtout, de travailler avec les technologues, si j'ose dire, donc les chercheurs qui font des recherches, qui ont vocation à se retrouver dans des technologies à un moment donné, et à essayer de se comprendre exactement dans les approches d'interdisciplinarité qui ont été évoquées tout à l'heure. Moi, j'ai le bel exemple, effectivement, de la MPES sur les terres rares. Il se trouve que j'ai un chercheur qui a contribué à cette mission-là, mais aussi ce qui se passe dans les PEPR, etc. Je pense que c'est des démarches où, effectivement, il faut que les gens restent dans leur champ de spécialité et prennent du temps à se comprendre. C'est extrêmement important parce que finalement, déjà arriver entre un chercheur en télécom, en optique par exemple, et un sociologue qui va étudier l'effet rebond, formuler en question déjà un projet de recherche, une thèse, ou deux thèses justement, en paire. Nous on essaie de les faire en paire plutôt qu'en trio, mais c'est bien en trio. C'est déjà un résultat en réalité. Et voilà. Et c'est accueilli comment par la communauté des chercheurs ingénieurs? Il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens que ça intéresse moins, mais ça c'est normal. Il y a des résistances fortes. Bien sûr qu'il y a des résistances, mais après, ça permet aussi de montrer ça permet aussi de répondre à certaines questions que se posent mes chercheurs en sciences dures. Désolé, je vais lâcher le mot. Normalement, j'aime pas l'expression, mais de dire tiens, finalement, ce qui m'échappe, en fait, ça peut être traité par des approches scientifiques, et ça, je pense que ça parle énormément, plutôt que par une question d'opinion. Est-ce que oui ou non, il faut faire de la recherche en CSG. Voilà. Okay. Et du coup, ça veut dire que vous orientez vos choix aussi stratégiques de recrutement, de moyens, sur ces sujets-là, de manière assumée. Il faut, il n'y a pas le choix. Mon schéma d'emploi va être voté demain, donc j'ose pas le dire. Mais évidemment, on fait des choix d'orientation et on met des postes là-dedans, c'est un choix. Évidemment, les collègues où on va les prendre, ils ne sont pas forcément très heureux, c'est normal aussi. On y va doucement, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et l'INSA n'a pas vocation à devenir une école de sciences humaines et sociales, je le dis aussi. D'où l'objectif d'augmenter la surface de manière un petit peu artificielle, en allant collaborer notamment. Et en plus, ça produit des effets. Mais de toute évidence, ce n'est pas des choix évidents, donc on s'est donné comme objectif, petit à petit, de mettre des critères pour mes chercheurs en sciences dures, de collaborer avec ce laboratoire, mais ça ne peut pas être obligatoire, la recherche, ça ne se pilote pas comme ça. Oui, c'est où on met le curseur entre liberté académique et recherche dirigée. Alors pour moi, il y a une histoire de gouvernance là-dessus, de gouvernance d'établissement. Pareil, je souhaite faire appel à la recherche, enfin à la science, en tout cas à l'approche scientifique pour regarder ça. Il y a des gens qui s'intéressent aux établissements d'enseignement supérieur. C'est un objet de recherche comme un autre. Donc, il faut se soumettre à l'expertise là-dessus aussi. Et à l'évaluation, de voir est-ce qu'on y arrive ou pas. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un discours qui passe, moi, je trouve. Mais ce n'est pas instantané parce qu'il y a aussi de la recherche à faire là-dessus.
Et c'est pour moi qui vais la faire tout seul, de toute évidence. Très bien, merci. Sophie Gilles à l'université Paris-Cité. Alors, on change un peu d'échelle, parce que vous avez 110 unités de recherche à multiples tutelles. Donc, l'exercice est sûrement différent. Et vous avez lancé une enquête auprès de toutes vos unités. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez demandé et surtout, qu'est-ce qu'elles ont répondu sur ces sujets-là? Oui, alors, oui. Donc, 110 unités avec le renouvellement du contrat depuis janvier 2025. C'était 117 au moment du questionnaire. Et c'est vrai que ça va de l'unité mono-équipe avec une dizaine de statutaires jusqu'à un institut avec une quarantaine d'équipes et 600-700 personnes. Voilà. Donc il y a une diversité effectivement qui est énorme. Je crois qu'il faut prendre, quand on a une université comme Paris-Cité, prendre la recherche en fait comme une force et surtout comme un véritable moteur du changement et de l'engagement. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement nos chercheurs sont finalement déjà très engagés sur ces questions de développement durable et de responsabilité sociétale et environnementale. C'est presque, quelque part, je dirais, leur quotidien. Alors, au niveau de cette enquête, alors déjà, pourquoi on a fait cette enquête? C'était le début de ma fonction, 2024. J'avais très peu de temps pour mettre en place et répondre à temps pour déposer notre schéma directeur. Mais on l'a fait fin 2024. Et l'idée, c'était, je ne pouvais absolument pas mettre en place une convention et c'était surtout de voir un petit peu, d'aller discuter avec des gros instituts ou des unités que je connaissais bien évidemment, qui étaient déjà très engagés sur ces questions pour voir un petit peu quelles étaient leurs attentes et les besoins. D'où l'idée de ce questionnaire à grande échelle pour l'université qui a été structurée, cette enquête, autour de deux thèmes principaux. D'une part, c'était en termes d'engagement. Alors engagement au niveau de l'organisation de l'unité, bien évidemment, s'il y avait un référent, oui, non, donc il y avait des questions fermées et beaucoup de questions ouvertes aussi. S'il y avait une cellule dédiée, parce que quelquefois on s'aperçoit qu'il y avait un véritable comité développement durable qui était organisé dans certaines unités, mais qui sont plutôt des grosses unités, effectivement. En termes de participation ou d'action, effectivement, spontanées qu'ils font au quotidien dans leur laboratoire, donc on a eu déjà pas mal de choses qui nous sont remontées de cette manière. Et surtout aussi, bien sûr, d'avoir la connaissance des axes de recherche dédiés. Donc, on avait cartographie. Exactement. Alors, il y avait en santé énormément, bien évidemment, avec des axes très différents, sciences aussi, mais SH également en fait. Et l'IPGP, je sais qu'il y a 2 représentants de l'IPGP ici qui sont au cœur effectivement de cette thématique. Et donc à partir de là, on a eu effectivement pas mal de réponses. Alors en termes de réponses, et ça a été aussi important pour notre analyse, on attendait 40% des unités qui répondent. Et alors là, succès, on a eu 60%. Donc ça montre qu'il y a des attentes. Alors, ça montre effectivement leur engagement déjà. Et effectivement qu'il y a beaucoup d'attentes. On y reviendra sur les besoins. Alors justement, en termes d'attente et de perspective, ce qui est venu en tête, c'est des questions de coordination. Ils attendaient vraiment d'avoir un pilote dans l'avion, en gros. D'avoir, alors, on est chercheur ou on n'est pas, c'est d'avoir des fonds dédiés. Ça, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Et aussi un point important, c'est la formation. Et la formation pour les personnels dans les laboratoires. Et dans les personnels, alors on peut distinguer effectivement les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui l'ont, mais il y a aussi tous les personnels techniques, personnels administratifs, et il y a également les doctorants. Et donc là, justement, on est en train pour septembre 2026, de mettre en place une formation des doctorants à l'Université Paris-Cité. Et alors, ça nous a permis, bien sûr, d'identifier de manière assez globale quels étaient leurs besoins en termes de DDRSE. Alors, en tête, c'était sur les achats, mais parce que beaucoup d'unités avaient fait leur propre bilan carbone et effectivement, les achats étaient leur principale préoccupation.
Alors, plateforme comprise, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de plateformes. Ensuite, il y avait la QVCT. Donc, c'était quelque chose aussi qui est revenu de façon... pour pas mal de questionnaires. L'énergie, bien évidemment. Ensuite, toutes les questions d'économie circulaire et solidaire. Donc, tout ce qui est recyclage, comment on peut s'aider en fait sur des prêts de matériel, etc. Donc ça, c'était des choses qui étaient revenues assez... Et sur le contenu de la recherche, sur la programmation de la recherche, parce que là, il y a des choses qui ont émergé sur la pluridisciplinarité ou sur des projets à encourager. Alors, moi, je ne suis pas dans un rôle d'incitation en termes d'activité de recherche, mais je m'aperçois de la richesse des équipes qui travaillent en lien avec cette thématique des DRSE. Et, et les gens ne s'en aperçoivent pas forcément, c'est ce qu'on se disait. Hein. En santé, des gens qui travaillent sur les maladies infectieuses, forcément, il y a un lien avec le réchauffement climatique. Il y en a qui travaillent sur les allergies, et là aussi, il y a de plus en plus d'allergies, notamment les maladies asthmatiques, et là aussi, il y a un lien avec le réchauffement climatique. Donc, finalement, ils travaillent, pas de façon directe, mais de discuter avec eux et de façon effectivement multidisciplinaire permet d'avoir cette approche. En sciences, oui, il y a des... et ensuite, on a des centres aussi interdisciplinaires complètement spécialisés avec le Centre des politiques de la Terre, par exemple. Et alors, outre cette formation des doctorants, vous avez mis en place qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre aux attentes, ou en tout cas aux enjeux? Alors, avec cette enquête, parce que c'est bien beau de faire des enquêtes, il faut qu'il y ait un retour. C'est ça. Des enquêtes. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de faire un retour avec une analyse assez précise de cette enquête, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif, au niveau de la gouvernance, bien évidemment. Ça a été le premier niveau. Ensuite, pour l'ensemble des directeurs d'unité. Et ça nous a permis de mettre en place vraiment une relation privilégiée avec la VP Recherche, puisque de façon systématique maintenant, de façon annuelle, il y a un point des DRSE lors des séminaires avec les DU chaque année. Donc là, on a fait aussi un retour sur cette enquête, on leur a montré le plan d'action, donc ça permet des échanges beaucoup plus faciles avec l'ensemble des DU. Et chose importante, quand on a lancé cette enquête, on a eu les résultats septembre 2024, on avait finalisé septembre 2024, on était à 40 référents identifiés dans les laboratoires. Juin, on était à 60, là on est à 60, un peu plus de 70. Donc ça montre qu'il y a cette dynamique qui est en train de prendre, mais qu'il ne faut pas perdre aussi. Et c'est toute la difficulté maintenant de maintenir ce réseau. Donc ça, c'était le premier point, c'était le retour auprès de la gouvernance, auprès des DU. Ensuite, un deuxième point, c'était de rassembler les référents. Donc on en était à un peu plus de 70 et on a fait effectivement une première rencontre de l'ensemble des référents connus. Alors on a adressé bien sûr un message à l'ensemble des unités. Donc quelquefois, il n'y avait pas de référents identifiés, mais des personnes sont venues. Donc ça permet justement d'incrémenter un peu plus notre réseau. Et ça crée une dynamique, ça crée un réseau, et c'est ce qui permet, bien sûr, des échanges de pratiques, de co-construire ensemble. Et là, on passe, je dirais, d'une logique finalement de conception, parce qu'on savait un peu ce qu'il fallait faire, à une logique d'action, et des actions communes, collectives. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place. Et ensuite, une chose aussi qu'on a faite depuis le début de l'année, c'est d'être vraiment de faciliter, d'être on répond à leurs attentes dès qu'ils nous sollicitent, on va les voir et on va les voir sur le terrain. Donc moi, je descends de ma tour de verre, enfin, j'ai pas de tour, hein, mais et je vais vraiment et on va sur vraiment dans les laboratoires, on va vraiment à leur rencontre, et ça, c'est très apprécié. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Anne Ruas, je voulais juste aborder un autre sujet avec vous, qui est le lien avec les collectivités.
parce que vous êtes travaillé directement sur ces sujets-là à l'Université Gustave Eiffel, mais est-ce que ça transforme un peu les relations avec les collectivités, les demandes d'expertise publique, d'expertise, etc. Et est-ce que ça diffuse de manière plus large dans l'université ces liens? Alors, il y a des labos qui savent très très bien travailler avec les collectivités. Les labos de sciences humaines, par exemple le Lab Urba, le LVMT, le LATS, c'est des labos qui ont des chercheurs qui travaillent en sciences humaines, ils ont l'habitude de travailler avec les collectivités, ils savent les contacter, ils comprennent les problématiques. Ça ne veut pas dire que... Donc le lien est assez simple. Alors tout le monde ne le fait pas, mais en tous les cas c'est assez simple. Mais pour d'autres domaines, le travail avec les collectivités n'est pas si facile que ça. On le comprend bien pour des questions d'agenda électoral, d'attente de résultats qui vont changer les choses jour le jour. Donc il faut aussi qu'en face, on ait une certaine compréhension. Donc, ça, on voit un petit peu le schéma. Donc c'est plus ou moins facile et certains le font déjà très très bien. Après, j'aurais deux réponses. J'aurais une réponse au niveau de l'université ou une réponse au niveau du PEPR. L'université Gustave Eiffel a mis en place pas mal de directions ou de mesures pour essayer d'avoir un contact régulier avec les collectivités ou de faciliter les contacts des chercheurs. Déjà, il y a une mission d'appui aux politiques publiques qui est orientée vers les ministères, mais aussi vers les collectivités. Donc, c'est aussi s'afficher derrière avec ça. Il y a aussi un club des partenaires. Alors, je ne sais pas s'il y a total. Il y a 337 acteurs diversifiés. Il y a des réunions régulières pour discuter des besoins, etc. Donc ça, c'est déjà un point. Il y a aussi une fondation qui est tournée, qui intègre des collectivités et des entreprises qui essayent de travailler un peu sur les sujets. Et puis, il y a des appels à projets. Par exemple, l'appel CityFab, c'est un appel qui est financé par l'ANR et qui permet de financer des projets que dans le cadre d'une collaboration entre une collectivité et des projets de recherche. Et là, il y a tout un travail qui se tisse avec une convention qui est assez longue, mais qui est extrêmement intéressante, parce que du coup, ceux qui ont déjà l'habitude de travailler avec l'université, ça va, mais il y a des ouvertures, ça génère des ouvertures. Par exemple, là, il y a Paris, Vallée de la Marne et Val d'Europe, deux agglomérations, qui sont en contractualisation avec l'université pour travailler. Après, ça va être une bienveillance, ça va être des accueils de stagiaires. L'idée, c'est de tester avec les territoires. Après, au niveau du PEPR, ce qu'on fait, c'est qu'on exige qu'il y ait au moins un acteur dans les projets. Ça peut être une collectivité, ça peut être autre chose qu'une collectivité, ça dépend un peu du projet. Mais après, pendant l'animation, on fait toujours venir des collectivités aux tables rondes. D'accord. Donc on les invite au webinaire, on les fait venir, on les fait témoigner. On travaille aussi avec les banques des territoires. Donc on essaye de garder le lien et d'inciter. Alors c'est pas forcément simple, hein. Vous pouvez avoir un turnover dans les collectivités qui n'est pas évident. Vous pouvez avoir aussi une impatience. Alors c'est quoi vos réponses, vos solutions? Il faut faire comprendre ce que c'est que la science. Mais en tous les cas, on maintient le lien. En fait, ce qui serait bien, c'est quand même plus facile avec les métropoles qui ont un certain volume. Qui ont embauché parmi le personnel des docteurs et qui ont l'habitude du personnage du chercheur, on va dire, de ses problématiques, de sa façon d'être, etc. Et donc c'est plus facile. C'est à rapprocher culturel. Voilà. Donc il y a un côté, on se connaît un peu, et c'est vrai que plus les villes sont petites, plus cette acculturation est importante. Et là, c'est parfois quelques personnes qui sont enthousiastes et qui vont créer le lien. Mais c'est vrai que si on peut avoir des liens dans les durées, il y a des collectivités qui travaillent pendant 20 ans je sais que Nantes, par exemple, la métropole de Nantes, travaille sur la végétalisation avec des labos, le labo LEE, depuis une vingtaine d'années. Et les projets se tissent au fur et à mesure. Donc il faut aussi qu'on arrive à expliquer aux collectivités de différentes tailles qu'elles ont aussi un intérêt à apporter et qu'elles n'auront pas des réponses tout de suite, mais qu'elles vont aussi inspirer les chercheurs. Donc c'est vraiment un travail dans le temps. Bon, après, il y a des outils, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. J'imagine. Alain Schouhl, il y a un autre sujet qu'on a évoqué en creux un peu depuis ce matin, c'est l'impact environnemental des établissements et en l'occurrence de l'activité de recherche.
Le Sénat s'est beaucoup engagé sur cet aspect-là pour prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de la recherche. Bon, la question, j'espère, ne va pas vous énerver. Est-ce que cette prise en compte-là est compatible avec une recherche d'excellence que revendique le CNRS? Et sur quoi vous vous êtes engagé? Ça, c'est une question fondamentale, en fait. C'est une question fondamentale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'a pas créé, nous, une direction du DDRS, et que la partie développement durable et tout ça, elle est chapeautée par le directeur général délégué à la science. Il y a un comité qui réunit l'ensemble des directions fonctionnelles, et qui sont les achats, et tout ça. Mais c'est moi qui pilote ça parce que c'est intimement lié à la partie recherche et scientifique. Je dirais qu'il n'y a pas incompatibilité entre faire la... D'abord, c'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Notre mission, c'est faire de la recherche pour faire avancer les connaissances. C'est ce qui veut dire que toute recherche qui ne fait pas avancer les connaissances, il ne faut pas la faire. Toute recherche qui ne peut pas avancer les connaissances, alors celle-là, elle va utiliser du carbone pour rien. Donc cette question qui est sur la table, elle permet de se reposer la question de à quoi ça sert ce qu'on fait et pourquoi, quelles sont les vraies questions qu'il faut qu'on adresse et quelles sont les questions qui sont importantes. Et c'est important que tout ça, ça soit drivé par la science. Donc oui, bien sûr, on est là pour faire de la recherche d'excellence, pour faire avancer les connaissances, et aussi, on a la responsabilité de faire ça au moindre coût environnemental, au moindre coût carbone, et de faire tout ce qu'il faut pour diminuer notre empreinte. Et les deux se nourrissent, en fait. Ces deux questions se nourrissent. C'est aussi des fois parce qu'on veut diminuer notre empreinte carbone qu'on arrive à... Mais il y a des recherches qui, par nature, ont un impact sur la biodiversité, sur la nature, sur l'environnement. Oui, mais est-ce qu'on les fait quand même? S'il faut aller explorer les grands fonds soit on marins... estime que cette mission, qui est une mission nationale, de faire avancer les connaissances, ça a une utilité pour la société, et on l'a fait. Si on décide que ça n'a pas d'utilité pour la société, alors il faut arrêter, il faut couper, il faut fermer le CNRS, il faut fermer tous les laboratoires de recherche. C'est bien parce qu'on pense que ça a une utilité pour la société qu'il faut la faire. Et dans ce cas-là, il faut la faire au moindre coût carbone, au moindre coût environnemental. Et d'ailleurs, si on regarde quels sont les organismes ou les universités dans le monde qui sont en avant sur le sujet, de la diminution de l'impact environnemental de la recherche, c'est quoi? C'est l'université de Stanford, c'est le MIT, c'est Harvard, c'est le PFL, c'est Singapour. C'est quand même pas des universités qui sont connues pour faire de la recherche qui n'est pas au top niveau, quoi. Donc c'est vraiment, il y a une compatibilité entre faire de la recherche au top niveau et d'être en avant sur ces questions-là et de se poser les questions pour diminuer. Ça se pilote, ça s'organise, il y a des incitations. C'est une question de tous les instants. Chaque fois qu'on lance un sujet de recherche, on se pose la question d'abord, est-ce que ça va être utile pour faire avancer les connaissances? Si oui, on y va. Et est-ce que je peux le faire au moindre coût? Est-ce que je peux je veux dire, on parlait tout à l'heure des achats. Oui, c'est ça. Les achats, 85% du bilan carbone du CNRS, c'est les achats. 85% du bilan carbone du CNRS, c'est les achats. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Avec Stéphane, on travaille sur le fait de travailler sur la réparabilité des appareils pour augmenter leur durée de vie. On travaille aussi sur le fait d'être capable de caractériser les achats pour avoir un achat qui est mieux acheté, moins acheté, mieux acheter des appareils qui dépensent moins de carbone pour leur fabrication. Tout ça, c'est un vrai travail qui demande de travailler à la fois avec les métiers, les acheteurs, on a formé tous les acheteurs, mais aussi ça demande de travailler avec les marchés publics, changer les marchés publics pour pouvoir, donc ça demande des interactions. Et ça, c'est un combat qu'il faut qu'on gagne, parce que après, on peut se faire plaisir, on se dit oui, on va diminuer les voyages. Oui, on a diminué par 2 le nombre de voyages en avion au CNRS, ça a fait baisser de 6 à 3% l'impact. C'est pas négligeable, c'est important. Mais c'est pas ça qui va faire diminuer de 85 à 40% le bilan des achats. Donc oui, il faut travailler là-dessus, trouver des solutions. Et mutualiser et discuter avec vos partenaires aussi, j'imagine. Discuter avec nos partenaires, bien sûr. En tout cas, les co-tutelles des unités. On a les mêmes laboratoires, c'est les mêmes UMR que nos partenaires. C'est ça. On parlait tout à l'heure de je ne sais pas, 70. Nous, il y a 860 UMR au CNRS. Aujourd'hui, il y a 800 correspondants développement durable dans ces UMR. C'est qu'on a gagné ce combat, on sait faire. Et bien sûr, on s'est arrangé pour choisir les mêmes. On ne va pas choisir un correspondant CNRS et un correspondant universitaire. On s'est arrangé avec nos partenaires pour choisir. C'est bien, bravo. Et à l'Université Paris-Cité, est-ce que ce sujet de l'impact environnemental de la recherche, c'est un enjeu que vous suivez au niveau central de l'université, ou est-ce que chaque labo... ça se fait au niveau de chaque labo? Comment vous pouvez piloter aussi ce sujet-là dans une université à 110 unités de recherche? Je pense que ça se fait à tous les niveaux, ouais. Donc à travers, alors bien sûr au niveau universitaire, en coordination, pilotage, au niveau local, en tant que
facilitateur, relais aussi, pour permettre justement de mettre en lien, faire de la cohésion et rendre les choses cohérentes. Et bien évidemment au niveau régional avec les tutelles qui sont rattachées à l'Université Paris-Cité. À titre d'exemple, il y avait c'est l'INSERM qui avait lancé un appel à manifestation d'intérêt justement pour accompagner et mettre en place au diagnostic un plan d'action en RSE au niveau national. Donc je crois qu'il y a eu 6 unités de recherche qui ont été retenues, dont une à l'Université Paris-Cité. Et il y a eu justement une phase de rencontre et de co-construction pour ce plan d'action avec les tutelles, les 3 tutelles. Donc pour cette unité, c'était CNRS, INSERM, Université Paris-Cité. Donc là aussi, bien évidemment, on travaille au niveau principalement régional avec nos représentants des tutelles. Également au niveau du territoire, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, alors même si pour l'Université Paris-Cité c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des choses qui se font bien évidemment sur le territoire aussi. Et la contrainte est acceptée, si contrainte il y a de la part des chercheurs, que vous fixez-vous sur l'activité de recherche en fonction de l'impact des recherches? Alors c'est pour l'instant on a le beau rôle, on est des gentils, on n'a pas encore donné de contraintes fortes parce que ils se les donnent eux-mêmes. D'accord. Donc c'est plutôt assez enfin, alors pas tous, mais l'idée c'est justement d'avoir une co-construction et on a fait vraiment avec ce travail, avec des référents, avec l'ensemble sur des axes précis, que ce soit la mobilité, le numérique. Et il en est ressorti vraiment une liste de principes assez faciles et que tout le monde était prêt à retenir et à faire remonter au niveau de leur direction. Donc je pense que c'est bien de partir aussi d'un travail collectif pour le faire remonter, bien sûr, au niveau des directeurs d'unité, et puis ensuite avoir une cohésion avec la gouvernance de l'université, et puis aussi de travailler ensemble avec les tutelles. L'idée, c'est d'avoir la même feuille de route, en fait, pour les laboratoires, si possible. Très bien. Vincent Bruni, je voulais juste terminer avec vous pour faire un peu la transition avec le sujet suivant sur la formation. Le fait de mettre la transition écologique au cœur de votre stratégie, notamment en l'attaquant, si je puis dire, par la recherche, est-ce que ça modifie aussi l'approche pédagogique des enseignants-chercheurs qui, beaucoup, se disent qu'ils ne sont pas légitimes pour enseigner ces sujets-là? Et est-ce que le fait de rentrer par les sujets de recherche, ça peut modifier leur approche? Oui, alors, je vais quand même me permettre de répondre un tout petit peu, de rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, mais vraiment en une phrase. Pour moi, c'est sans doute plus facile, et je parle que de ma position à moi, à l'INSA de Rennes, mais c'est vrai que quand même dans la recherche, il y a de la production de connaissances, et c'est extrêmement important, et c'est le fondement de la recherche, et il ne s'agit absolument pas d'arrêter. Il n'en reste pas moins que toutes les connaissances n'ont pas le même rapport et le même potentiel par rapport à l'environnement. Donc moi, j'essaye que ces dimensions-là soient embarquées. Il y a une directrice d'école d'ingénieurs récemment qui s'est illustrée en disant si des chercheurs de chez moi déposent un projet pour aller chercher du pétrole, je ne pourrais pas m'y opposer. Moi je dis je m'y opposerai. Voilà. Malheureusement c'est jamais aussi clair que ça, rarement pourtant, mais quand même je pense qu'il faut qu'on embarque de manière responsable parce que sinon on aura toujours le petit couplet dans les projets de recherche pour dire c'est super parce que ça peut servir à la transition environnementale. Moi j'aimerais que ça soit un peu mieux argumenté que ça et qu'on puisse mettre des hypothèses de recherche crédibles là-dessus. Voilà. Bon. C'est plus facile à dire pour moi que dans d'autres établissements. Pour répondre à votre question, par contre, la réponse est oui, de toute évidence. Si moi j'ai créé le laboratoire, la fabrique de pensée critique, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était aussi un petit peu pour faire la R&D métier de l'INSA. Comment doit-on enseigner dans un organisme, enfin dans un établissement d'enseignement supérieur centré sur la technologie pour que ça produise les effets que j'espère, alors là-dessus, les enseignants sont libres. Ils vont continuer, pour ceux qui souhaitent, à faire des cours de maths, de physique, de résistance des matériaux. Et il en faut. Il n'est pas question de faire des ingénieurs dont le cœur de compétence ne soit pas centré là-dessus. Par contre, il y a des nouvelles connaissances à créer, comme j'ai dit, dans le labo, puis à transmettre. Et je pense que c'est l'occasion d'un nouveau lien formation-recherche
au moins chez moi. Voilà, je le dis modestement, parce que des fois, notre tendance, ça peut être d'aller chercher du savoir-faire à l'extérieur, chez des consultants, qui sont des consultants très bien par ailleurs, comme le Shift Project, par ailleurs, etc. Mais je préfère, moi, quand les connaissances sont créées par des enseignants-chercheurs, par des chercheurs. Je préfère ça. Je pense que c'est notre cœur de métier. Voilà. Donc ça impacte la formation petit à petit. Et à un moment, quand les maquettes sont pleines, il faut faire de la place. Donc c'est des arbitrages, exactement comme sur la recherche. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'on a une petite dizaine de minutes avant la fin de cette table ronde? Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Est-ce que Corinne Borel voulait intervenir aussi peut-être pour clore ce tour de table? Comme vous voulez, j'attends que les bras se lèvent. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah si, en haut. Toujours en haut. Bonjour, Timothée Vita, je suis vice-président urgence écologique à la FAGE, la Fédération des associations générales et étudiantes, et étudiant en sciences du climat à l'université Grenoble-Alpes. On a beaucoup parlé du coup de la recherche, mais il y a aussi un enjeu, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Valérie Masson-Delmotte, un enjeu autour de la démocratie pour permettre la transition écologique. Et ça implique une bonne sensibilisation de l'ensemble de la population pour éviter aussi ce qu'on appelle souvent le triangle de l'inaction. Et je pense que tout le monde a réagi tout à l'heure quand on a parlé de Total Energy, et ça rejoint totalement ça, le fait que tout le monde se renvoie la balle entre le commun des citoyens, les décideurs économiques et les décideurs politiques. Et moi, ma question, ce sera, alors qu'on n'a peut-être jamais eu autant besoin de valorisation de la culture scientifique, technique et industrielle, comment on fait pour diffuser l'ensemble des savoirs, l'ensemble des connaissances scientifiques à l'ensemble de la population aujourd'hui? Ouais, je pense que vous pouvez tous répondre. Alors, ne vous précipitez pas. Je pense que montrer la dimension interdisciplinaire déjà de chaque problème, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il y a un héritage de la tradition de culture scientifique et technique qui axe sur le monodisciplinaire, les sciences dures, un petit côté sciences de labo, pour montrer, avoir. Et c'est important, évidemment, comment fonctionne une expérimentation, etc. Mais peut-être qu'on pourrait aussi dire, attention, il y a de la science dure, il y a des histoires politiques là-dedans, et ça s'étudie avec les sciences politiques, cette question-là. Moi, dans mon labo, un des axes de recherche, c'est les représentations et les valeurs pour une transition juste. Voilà, donc c'est une dimension, c'est une question de sciences politiques, en réalité. Et de parler aussi de ça, et de dire que finalement, les objets dont on parle, l'énergie, la mobilité, enfin tous ceux dont on sait qu'il faut faire des choses dessus, ça ne peut pas être une question qui s'adresse uniquement, à laquelle on répond uniquement par des dimensions techniques. Bref, je ne détaille pas, mais qu'il y a tout un tas de champs d'études qui doivent s'attacher à ça. Et c'est ça qu'on doit porter, je pense. Alain Schulz. C'est pas facile. Alors moi, j'ai peut-être mal compris la question parce que je réponds autrement. non, mais en fait, je veux dire, si on prend le motto du CNRS, c'est la recherche fondamentale au service de la société. La société, c'est rapidement, c'est la partie monde économique, on va le mettre de côté. C'est la partie grand public, c'est-à-dire diffusion des connaissances au maximum à tous les publics. Et il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans le domaine. Et puis il y a aussi tout ce qui est rendre accessible aux décideurs politiques l'état des lieux des connaissances scientifiques. C'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup investi. Et je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur l'expertise collective sur les terres rares. Le rapport qui a été fait, c'est un rapport de 800 pages qui donne l'état des lieux des connaissances scientifiques. Je ne connais pas beaucoup de scientifiques qui sont capables de lire ça. Je ne connais pas beaucoup de décideurs politiques qui sont capables de faire ça. Donc on a fait une synthèse qui, elle, fait 70 pages. Et on a fait aussi un résumé de 4 pages qu'on a diffusé largement à tous les décideurs politiques. Et vous avez fait un tweet aussi, non? Comment? En 140 signes. Et l'idée, c'est de donner à tous les gens qui vont prendre des décisions, que ce soit les députés ou les sénateurs de l'OPEX ou un certain nombre de choses, leur donner l'accès à l'état des lieux des connaissances. Et s'ils sont intéressés par le 4 pages, ils vont pouvoir aller chercher une synthèse plus sophistiquée. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire à tous les niveaux. C'est notre responsabilité de distribuer au maximum à tous les publics et de leur rendre accessible l'état des lieux des connaissances, et c'est pas facile. Mais... Oui, Sophie Gilles.
Oui, puis il y a également, notamment avec certaines universités, je pense quand même à la majorité, des VP ou des cellules sciences avec et pour la société. Donc là, il y a une possibilité de diffusion de l'information aussi grand public qui se fait, et en lien direct avec des thématiques autour du développement durable, au niveau de certains thématiques, et quelquefois avec des controverses aussi, on n'hésite pas. Et donc là, ce sont des débats qui sont complètement ouverts et qui sont accessibles à toutes et tous, en interne et aussi ouverts à la société, puisqu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent. Anne-Ruas, vous vouliez dire un mot? Oui, moi j'avais un témoignage aussi sur les expertises collectives. J'avais participé à une sur l'artificialisation des sols. Et pareil, on a fait 600 pages, 40 pages, 8 pages, et pas de tweet. Bon, on aurait peut-être dû, Bah oui. Mais non, mais c'est vrai que rendre accessibles les connaissances d'un moment à différents publics, mais dont les ministères, dont les hommes politiques, je pense qu'il y a vraiment un travail. Et c'est pas simple, je veux dire, il ne faut pas se moquer. Je pense que ça prend du temps, il faut aller discuter, il faut faire des événements ou prendre le temps d'expliquer. C'est vraiment... c'est pas quelque chose de si simple que ça. Non. Donc il y a quand même beaucoup de documents qui existent, qui ont été faits et qui synthétisent des connaissances. Et ça, on continue à le faire en fonction de problématiques qu'on voit émerger. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une autre intervention? Oui. Oui, je ne vois pas où. Bonjour, donc, je suis Olivier Aumont, je me suis déjà bravo. présenté ce matin. J'avais 2 requêtes en quelque sorte, ce n'est pas vraiment des questions, c'est plus des requêtes. Donc la première, c'était sur les questions d'éthique, de recherche, qui fait un peu écho, sans chercher absolument la polémique, qui fait un peu écho à Total Energy, à des allusions par exemple à Total Energy. Et je ne ferai pas du tout de choses, mais il me semble que le Comet a émis des avis, dont un avis qui encourage les organismes no tutelle, en l'occurrence, à s'emparer de ces questions d'éthique et à éventuellement définir un cadre. Donc une des requêtes, c'est, parce que c'est source de tension dans les laboratoires, c'est source de tension dans la communauté, et donc j'encourage la requête, c'est les organismes à s'emparer de ces questions et à ne pas nous laisser nous écharper, entre guillemets, sur le terrain. La deuxième requête, en fait, c'est pour les plans, c'est en écho à ce matin, mais qu'on a entendu aussi cet après-midi, c'est que les organismes fixent des règles, par exemple dans des plans des DRS ou des règles de recherche sur la diminution de notre empreinte. Or, nous sommes dans des UMR, et par pitié, parlez entre vous pour essayer d'avoir une cohérence sur les plans que vous mettez en œuvre, parce qu'au niveau des UMR, c'est compliqué. Voilà. Bah, je vous laisse la parole, Alain Schwoul. Vous parlez du COMET, c'est le comité d'éthique du CNRS, c'est ça? Oui, je crois. Oui, bien sûr qu'on suit attentivement il vient d'avoir un rapport du COMET sur tout ce qui sont les recherches justement de bio-ingénierie et aussi d'intervention sur la recherche animale. Donc bien sûr, on suit ça avec attention et on les. La deuxième question, c'est la question fondamentale. C'est pour ça que nous, au CNRS, on a mis en tête de pont de tout ce qui était le développement durable les laboratoires, les directeurs d'unité, parce qu'on sait bien que les directeurs d'unité sont à cheval entre plusieurs tutelles, et que c'est eux qui sont porteurs de la politique, et c'est eux qu'on défend pour porter la politique. Donc on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire, on n'est pas là pour leur donner des directives, on n'est pas là pour leur dire il va falloir diminuer de 20%. D'abord, il n'y a que les directeurs d'unité, que les unités qui sont capables de décider que telle partie de la recherche, elle est inutile, il ne faut pas la faire. Telle partie, elle est fondamentale, il faut la faire. Tel voyage à l'étranger de ça. Il n'y a qu'au niveau de l'unité qu'on est capable de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis, je me souviens avoir écrit, justement, puisqu'on parle de l'UGE, j'ai écrit avec un ancien président de la CPU à l'époque, qui s'appelait Gilles Roussel, et dans lequel on demandait à tous les directeurs d'unité de se prendre en charge là-dessus et de définir entre eux. Parce qu'on ne peut rien faire, nous. On ne peut rien faire, parce que moi, j'ai travaillé avec l'Université de Nice pendant un certain temps. C'était assez facile. L'Université de Nice, 95% des unités étaient reliées avec le CNRS. Mais n'empêche que si on veut faire quelque chose, il faut qu'on travaille avec toutes les tutelles. Et c'est un casse-tête. Et puis, on a des prérogatives. Ce qui intéressait l'Université de Nice à l'époque, c'était la partie enseignement, qui était la grosse partie. Nous, on était basés sur la recherche. Donc, au niveau de la recherche, je vous dirais, vous, les directeurs d'unité, c'est à vous de vous prendre en main. Et appuyez-vous sur nous, demandez-nous des choses, on vous aidera. Mais en tous les cas, ce n'est pas nous qui allons vous dire ce qu'il faut faire. Très bien. Et je laisse le mot de la fin à Corinne Borel, puisque l'heure est
Oui, juste, je voulais dire quelques mots pour rebondir avec ce qui a été dit. C'est vrai que, et on voit bien d'après vos expériences qu'il y a un travail vraiment de terrain et qui doit se faire à tous les niveaux, et c'est ce qui vient d'être dit, que ce soit à l'échelle du chercheur, du laboratoire, de la programmation de la recherche, de l'établissement, de la région et de l'État, bien entendu. Donc c'est des choses qui se mettent en place et moi c'est vraiment quelque chose de très important. On voit qu'il y a une dynamique, mais c'est du temps long. Enfin, on le voit bien, pour acculturer, ne serait-ce qu'entre communautés de chercheurs et vis-à-vis des décideurs sur l'ensemble de la chaîne, c'est du temps long. Et on est face aujourd'hui à des transitions et des transformations qui sont très rapides. On voit la transformation numérique, on voit bien aujourd'hui avec les questions de l'IA. Comment gérer ce temps long face à ce besoin de réponse rapide, un contexte géopolitique extrêmement fragile, la compétitivité industrielle, les questions de souveraineté, de défense. Enfin, on est vraiment dans un contexte extrêmement difficile. Et là, on doit prendre le temps, mais en même temps, on doit être en capacité. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on doit être en capacité de se bousculer un peu. Et en tant qu'ancienne chercheure, je sais que c'est pas facile. Et d'être en capacité de monter au créneau, même si tous les paramètres ne sont pas complètement solides. Et il y a une prise de risque aussi de la recherche, de s'exposer, mais c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir montrer que la science est extrêmement importante. Tu as abordé les sujets, on n'a pas abordé le mot de géo-ingénierie ou d'intervention climatique, mais aujourd'hui d'autres pays s'y mettent, donc on doit être en capacité de répondre sur une base scientifique à ces questions qui sont des questions de société, qui sont des questions industrielles. C'est énormément de personnes qui sont là pour apporter des solutions simples qui peuvent satisfaire un certain nombre de politiques. Je ne parle pas de la France, mais en tout cas, on doit vraiment s'attaquer à ces sujets et effectivement, tout en gardant ce temps long qui est celui de la connaissance, mais parvenir à s'exprimer plus. Et on n'a pas parlé de l'échelle européenne non plus. On a plein d'autres questions qui n'ont pas été abordées, mais on a en 1h15, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce point.